Bon voilà, on reprend. Euh, Justement, puis je reprends, je reçois des messages, c'est pas grave. Les gars. Bon alors j'ai oublié de spécifier tout à l'heure que sur une couche de 1 cm, vous allez chanter le, les effets de dégradation profonde, mais que malgré tout, vous allez quand même fabriquer du nitrate et du phosphate dans votre couche de sable. Que si vous voulez à peu près gérer, équilibrer, eh bien il faudra qu'elle soit vraiment remuée. Et la tempête va être nécessaire. Hein. La tempête, j'en ai pas parlé dans le live dans le live de ce soir. Je recaserai ça dans un prochain, puisque vous savez, question-réponse, ça va pas aller sur la chaîne. Euh, la tempête, donc, c'est vraiment indispensable quand vous avez une couche de sable peu épaisse pour brasser tout ça et, et permettre finalement au sable d'avoir, alors je vais schématiser parce que ce que je vous ai déjà montré plusieurs fois, d'avoir dans dans votre dans un grain de sable, même qu'il soit petit, hein, vous allez avoir les différentes couches. En aérobiose à l'extérieur, en anaérobiose à l'intérieur, si votre sable est bien poreux. Donc, de faire une tempête et de remuer tout votre sable, euh, ce qui peut être fait après l'avoir cloché, quand vous avez cloché votre couche d'1 cm, hein, vous récupérez tous les sédiments et en fait vous chantez une grande partie du cycle et de ce fait-là, vous protégez l'équilibre de votre aquarium, hein, puisque vous ne vous basez pas sur le sable pour équilibrer votre aquarium. Il va y avoir une interaction, quoi qu'il en soit, bactérienne, bien sûr, puisque vous allez sur la surface de votre aquarium, même si vous avez 1 cm de sable, vous avez une interaction. Parce que vous allez donner, je sais pas, moi, 500 mètres carrés de surface aux bactéries, hein, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, ce que beaucoup de gens n'ont même pas d'ailleurs à l'idée, hein, c'est que on donne des surfaces gigantesques aux bactéries. Et puis ensuite, deuxième point important, si vous laissez le sédiment alors que vous n'avez qu'1 cm de sable, bah forcément, hein, il vous pète à la gueule très très vite. Donc, il faut que ce sable soit cloché régulièrement et tempêté, voilà, pour complètement le retourner. Là, par contre, le personnel d'entretien, bah, vous imaginez bien que ça va pas être le même, hein, et que Arcaster va être malheureuse, que un oursin de lard, c'est même pas la peine d'y penser, que, vous voyez, hein, il y a un tas de choses que vous pourrez pas mettre parce que un tas d'animaux qui vivent dans le sable, bah, ils ont besoin de sable hein, et d'une couche suffisante pour s'enfuir dedans. Donc, vous gérez votre aquarium de manière différente. Et les animaux de l'entretien que vous mettrez seront plutôt des herbivores qui iront sur votre sable nettoyer le sable. Vous pourrez néanmoins mettre un Parupénéus, parce que bah, il va prendre le sable et le sucer, ou un Valenciana. Sachant que si vous faites ça, vous serez contraint à un sable fin. Vous pouvez faire des choix qui, moi, me semblent plus judicieux. C'est le choix de mettre, par exemple, que des doigts de coraux. Hein, sur une petite épaisseur, quoi, 1,5 cm. Ça va être beaucoup plus facile à clocher, beaucoup plus facile à entretenir. Et bah là, vous n'aurez pas de Parupénéus non plus. Hein, parce que lui, forcément, il va se niquer les barbillons sur les doigts de coraux. Ça dit pas de Valenciana. Vous voyez, vous déjà, vous limitez votre population et le personnel l'entretient. Par contre, les stomatella, par exemple, eh ben, ils iront dans les doigts de coraux. Et puis, alors, vous allez avoir une foule de gamards, une foule. Voilà. Et ça peut être une solution intéressante si, malgré le fait que vous faites un bac plutôt orienté SPS,
vous avez envie d'avoir un Pterocinqueropus, par exemple. Donc, vous voyez ça, bon, voilà. C'était quand même un petit paquet intéressant que je pouvais rajouter à ce que j'ai expliqué précédemment. Voilà, maintenant, si vous avez des questions, et puis bah si vous avez pas de questions, bah ça y est, récréation, hein, retournons-y. Il y a, en ce moment, comme c'est la folie, il y a des lives un peu partout. Vous avez le choix, vous pouvez changer de chaîne maintenant. C'est comme à la télé. Donc je sais pas. Si vous avez des questions particulières, allez-y, hein, je vous attends. Vous avez pas l'air, vous êtes pas bavard, hein. Alors non, tu vois alors la question intéressante. Donc est-ce qu'on peut changer 2 dixièmes de sable tous les ans? Si t'as un lit de sable suffisamment épais, de toute façon, tu seras obligé de les remettre à peu près tes 2 dixièmes parce qu'ils auront été bouffés par le phénomène d'acidification. Ce que je vous conseille, hein, on en trouve encore, figurez-vous, on en trouve encore, le sable coquillé, on en trouve encore chez De Jong, hein. Donc, avis, faites remonter l'info à ceux qui vous vendent des coraux de chez De Jong. On peut encore avoir du sable coquillé. Moi, je vous conseille vraiment, hein, mettre du sable coquillé mélangé à votre sable. Il a vraiment des avantages dans la relation à la microfaune, à la macrofaune, et dans les relations à l'acidité, aux variations d'acidité. Et plus vous avez une réaction acide, et plus il y aura de fonte. En plus de ça, vous aurez un avantage par la forme dans le brassage du sable par les animaux, par le courant, eh bien, il y aura moins de phénomènes de colmatage. Alors ça, c'est vachement important. Alors, je je conseille pas de mettre un seul sable. Voilà. Pour moi, un bac, il doit être fait avec 4 à 5 sables. Donc des granuliométries différentes, des porosités différentes, euh, des formes différentes, puisqu'en fait, ce que je vous montrais là, hein, dès qu'on aborde, vous voyez, ça va être mis même dans des doigts de coraux. Vous voyez, ça ressemble pas à un doigt, hein. Hein. Et des morceaux comme ça, c'est super bien parce que là-dedans, la grosse microfaune, hein, les gamards par exemple, eh ben, elles se plaisent à mort. Donc les poissons peuvent pas aller fouiller là-dedans à plus de 5-6 millimètres. Donc en fait, vous créez un vrai réservoir. Et puis alors elles, là-dedans, elles se font leur tunnel. Et donc en fait, elles contribuent à l'oxygénation de certaines zones. Et je vous conseillerais par exemple les doigts de coraux de faire une zone exclusive là où vous aurez remarqué que vous avez la boîte à caca. Parce que dans votre bac, en général, vous allez avoir dans l'hydrologie un endroit où il y a un tourbillon et où la merde des poissons vient se concentrer. Et ben alors là, vous mettez des doigts de coraux. Parce que, quand ça s'encrasse, c'est facile à siphonner. Vous n'allez pas aspirer tout le sable avec le siphon, puisqu'il est trop gros. Il a une certaine masse. Et puis, vous allez nourrir à mort les gamards. Hein, voilà, vous voyez, ce sont des exemples, ça. Dans le sable coquillé, vous allez avoir les vers. Les fameux vers qui lancent des espèces de filaments là en étoile, hein, ils se plaisent à mort dans le sable coquillé. Alors, en mélangeant différentes granulométries, au départ, on peut s'amuser, on peut faire des couches, on peut inverser les couches. Mettre du gros en bas, du très fin en haut, et puis à un autre endroit, faire l'inverse, mettre du très fin en bas, du très gros en haut. Avec le temps, tout ça, ça va se brasser, et il faut pas s'inquiéter de ça. Les animaux, le courant va faire vivre tout ça. Et si vous avez des animaux comme le Parupénéus, par exemple, vraiment que je vous conseille, malgré sa difficulté, c'est pas un poisson très facile, euh, il va vous remuer tout ça, quoi. Il va vous entretenir tout ça. Et il va participer avec d'autres animaux, avec les escargots, à retourner le sable, éviter la formation des algues indésirables, hein.
éviter la formation de cyanobactéries aussi. Hein. Alors, euh, minimum trois sortes de sable, minimum trois sortes de sable. Des doigts de coraux, du Bora Bora par exemple, et puis du coquillet. Ou alors du merle. Voilà, la taille intermédiaire, hein, 3, je sais plus, c'est 3 à 6 millimètres. Hein. Donc voilà, vous gérez ça avec toujours plusieurs sortes de sable. Moi, dans mon bac, là, j'avais 5 sortes de sable. Plus de la zéolite. Alors, pas énormément de zéolite, hein, 2 litres de zéolite pour 1000 litres. Mais la zéolite va jouer, je vous l'ai expliqué dans un live précédent. Donc, allez voir le live précédent, et puis vous aurez ces astuces-là. Tout ce que je vous dis dans les lives, n'hésitez pas à regarder 2 fois, parce que ce que je vous envoie, c'est de l'info, c'est pas de l'asticage de manche. Il y a une mine d'informations que selon l'idée que vous vous faites, vous allez saisir ou pas. Et des fois, vous passez à côté de trucs, hein, je peux vous le dire. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos sur le sable, vous allez avoir toute une série d'informations. Et l'intéressant, bien sûr, pour vous, c'est de les compiler. Et ce que moi j'essaie de vous apprendre, c'est à faire votre expérience. Vous faites votre mélange de sable, votre surface, vos machins d'épaisseur. Vous avez capté ce que je vous explique, et ben votre aquarium, il est de toute façon, même qu'on voudrait vous mettre à l'usine et vous formater comme des moutons, vous feriez, chaque bac est unique. Alors, ce que j'essaie de vous transmettre, c'est d'essayer de se rapprocher de la maîtrise de votre bac. Vous faites vos choix. Chaque fois que vous ferez un choix, vous aurez des avantages, vous aurez des inconvénients. C'est inévitable. C'est inéluctable. Il n'y a pas de solution magique, miracle. Il y a des solutions, différentes solutions. Et chaque fois que vous adoptez quelque chose, il y a des avantages et des inconvénients. J'essaie de vous expliquer comment cumuler des avantages, mais ça va dépendre de votre façon de gérer, ça va dépendre de vous, de gérer comment vous allez gérer aussi, comment, quand vous avez déjà un bac qui tourne, comment, si vous écoutez tout ce que je vous raconte, comment vous pouvez rattraper le coup, puisqu'en fait, vous allez essayer d'adapter votre bac en fonction de ce que j'ai expliqué. Donc, mais vous partez de vous partez d'un bac existant, et puis vous partez d'une histoire. Votre bac, il a déjà une histoire. Vous avez peut-être déjà fait des conneries. Vous avez peut-être déjà mis du vibrante. Vous avez peut-être déjà traité au Tramazin. Hein. Alors, vous allez être dans la merde avec des nitrates, par exemple. Hein. Vos pierres mortes. Et il va falloir réensemencer vos pierres. Et évidemment, comme elles ont un rôle important dans la digestion, eh ben, vous êtes pendant 6 mois, 9 mois à galérer pour remettre la vie dans vos pierres. Et pendant ce temps-là, vous avez toujours un taux de nitrate très élevé et un taux de phosphate très élevé. Et vos coraux SPS, si vous n'avez pas un copain ou un deuxième aquarium, eh ben vous les mettez au cimetière. Voilà. Donc évidemment que ce sont des notions importantes. Et que aussi, selon le type de population que vous avez choisi, vous êtes un fanat de poissons, vous allez blinder votre bac en poissons, vous allez nourrir les poissons, donc vous allez beaucoup produire finalement de résidus, parce que vous avez beaucoup de poissons, beaucoup de nourriture. La microfaune, vous allez pouvoir la monter jusqu'à un certain niveau, mais les microbes, vous allez pouvoir les monter jusqu'à un certain niveau, mais vous arrivez à saturation. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Vous transformez votre bac en chiottes. Donc, il est évident que ces limites-là, ces frontières-là, au départ, quand on explique ça à quelqu'un qui débute, c'est très compliqué. Et je me rends compte que des fois, des gens, même qui ont 5 ans d'expérience, comme ils sont pas allés dans ces territoires inconnus parce que ça leur faisait peur, eh bien, ils sont comme des petits puceaux, quoi. Et ils ont peur. Alors, voilà, il y a ce que je vous dis là, il y a à apprendre, quoi. Il y a à apprendre, les mecs. Prenez. Je fais ça pour ça, hein, pour que
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'aquariophilie, ce soit pas un cimetière. Hein. C'est ça, c'est pour ça, moi, que je fais ça. Je dirais, souvent, c'est même pas pour l'humain. L'humain, il m'a tellement déçu, dégoûté. Souvent, je le fais, c'est pour les animaux. Hein. Voilà, alors mon cher Philippe, tu dis au bout de 5 7 ans, lors du reconditionnement, eh bien, je l'ai expliqué, oui, tu repars avec, tu vois, tu as un bac, je vais prendre le bac con, hein, 200 litres standard, euh, 1 mètre, 50, 40, 50, et ben tu vas mettre 2 verres, 2 verres et demi, comme ça, de sable dégueulasse. Tu le mets sur le fond, avant de mettre ton sable. Et ton sable neuf. Et lui, il va venir direct en fait, puisque comme il est crado, il est blindé de bactéries, il y a l'anaérobiose, il y a tout ce qu'il faut, et il va te recycler ton nouveau sable super vite. Non, tel qu'on l'explique dans la méthode berlinoise, moi, elle m'a jamais plu. Bon, voilà. Alors, il y en a qui disent, oui, c'est vrai, elle marche à 100%. Euh, Elle a une rigueur que je vois quasiment jamais en réalité chez vous, en fait. Donc, et elle a des lacunes gravissimes, et c'est bien pour ça que le refuge est super intéressant, que le refuge avec du sable est super intéressant, puisqu'il fait des effets de tampon, et que c'est vraiment une question de comment vous concevez votre population. Voilà, vous voulez faire du full SPS aquaforest. Alors là, le sable, il va être un ennemi. Il va pas falloir en mettre 15 tonnes. Voilà. Vous mettez 1 centimètre. Vous voulez faire une population mixte. Voilà, allez-y. Suivez les conseils que je vous donne. Si vous mettez du mixte, même si vous mettez pas de mou dans votre aquarium, mais que vous les mettez dans votre refuge, pour consommer les excédents de nitrate, euh, vous aurez d'excellents résultats. C'est pas, euh, il faut estimer la qualité de votre moteur, d'accord? Et votre moteur dans la dégradation, bien sûr, qu'est-ce que c'est dans un aquarium de full espèce? Eh ben, c'est votre écumeur. Un brassage très fort et votre écumeur. Dans un bac avec plus de variétés d'animaux, vous allez avoir besoin de donner du nitrate et du phosphate à vos animaux. Donc, il faut que votre bac en relargue. Il faut que votre système relargue. Mais il y a une proportion. Vous voyez, on est dans des... Si on rentre très très finement dans les explications, moi je vois bien hein, qu'on y rentre un peu plus précisément, mais dans ce cas-là, d'ailleurs, il faudra que je prépare un peu, que je prenne 2 3 notes, que je prenne mon tableau pour, pour bien gérer étape par étape. Là, comme ça, hein, à peine aéré de la tête en ayant enlevé ma perruque, c'est pas très, très facile. L'expérience vous apprend à peu près combien de nourriture, combien de microbes, combien de microfaunes, combien de pierres vivantes, quelle écumeur. Vous avez des ratios de, dans la répartition de la matière organique à dégrader ou à enlever de l'aquarium. Et évidemment, comme c'est sur plusieurs postes, c'est ce que je vous dis 100 fois, c'est que il n'y a pas de choses unifactorielles, il n'y a que des choses plurifactorielles, polyfactorielles. Vous, pour comprendre l'aquariophilie, il ne faut pas la regarder point par point, il faut la prendre tout ensemble. Et pour pouvoir la prendre tout ensemble, il faut avoir appris des choses point par point, mais il faut les rassembler à un moment. Parce que c'est comme ça, dans notre aquarium, c'est ce qu'il fait, lui. Il rassemble toute la science que vous avez mis dedans. Donc, quand vous faites des conneries, si vous avez mis 50 poissons dans 60 litres,
Si vos poissons ne font pas 5 mm, bah vous allez à la cata. Parce que tout ça, tout ce petit monde, faut le nourrir. Si vous avez mis 50 coraux dans 100 litres SPS, eh ben vous allez à la cata. C'est évident. Parce que vous allez modifier vos paramètres. Là, vous allez avoir une consommation, votre cash, il va se péter la gueule de 5 par jour. Hein, une catastrophe. Donc, vous comprenez bien que vous gérez des déséquilibres en même temps sur un seul front. Et le front, c'est vous. C'est ce que vous comprenez de votre aquarium. Alors, moi, je m'insurge un peu contre le commerce, puisque en fait, le commerce vous a servi. Il dit, oh, cherche pas à comprendre, c'est pas la peine. Perlimpinpin A, perlimpinpin B, 1 millilitre par jour, et tout va bien. Non, bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et si vous maîtrisez justement les différents biotopes, les différents milieux, je dis toujours les milieux, mais on peut dire biotopes, ce sont des petits biotopes, des microbiotopes. Si vous les gérez bien, eh ben, vous allez compenser une grande partie de ce que font soi-disant font les produits. Hein. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est là que vous devenez un vrai jardinier, voilà, et que vous prenez de la maîtrise. La maîtrise, c'est d'être capable de comprendre plusieurs facteurs fondamentaux, plusieurs systèmes dans votre aquarium qui travaillent tous en même temps, dans une synergie. J'en parlais dans un ancien live, l'élan de vie. Voilà, l'élan de vie. Il ne faut pas oublier que dans l'aquarium, vous avez l'élan de vie. C'est-à-dire que tous les animaux qui sont dans un milieu favorable se développent, qu'il y a l'autre côté du miroir, c'est-à-dire que chaque fois que d'un côté ça se développe, chaque fois de l'autre côté ça se développe aussi. Hein, alors, faisons un petit peu de philosophie Star Warsienne. Hein, vous avez vu quand la petite Rey monte en grade parmi les Jedi, elle vient compenser le côté obscur de l'autre côté. Donc, on a ces équilibres-là dans l'aquarium. Et on a ces forces-là dans l'aquarium. On a la force de vie, bien on a la force de mort. C'est... votre objectif, c'est de maintenir un havre de vie dans lequel vous allez avoir un certain nombre d'espèces d'animaux. Et vous aurez remarqué que dans le récifal, pourquoi c'est un art ultime? Eh bien, c'est parce que on met des coraux, des micro-crevettes, des isopodes, des LPS, des NPS, des SPS, et puis des grosses crevettes, et puis des petits crabes trapézia, et puis je sais pas, un calcinus, et puis des escargots, et puis des poissons qui sont très différents les uns des autres, qui mangent pas la même chose, qui vivent pas de la même manière, certains qui sont nocturnes, qui sont cavernicoles, certains qui vont partout, d'autres qui sont collés aux roches, certains qui mangent la microfaune, d'autres qui ont besoin de vous parce que un chirurgien, si vous lui donnez pas une fraction végétale ou un ange tous les jours, et que c'est au moins 30% de leur alimentation, vous voyez bien, on n'a pas du tout les mêmes mécanismes selon que vous en avez ou que vous en avez pas. Donc, vous avez une Alphéus, qu'est-ce qu'elle va foutre? Elle, dans des doigts de coraux, la pauvre, elle va être malheureuse. Alors, on la voit, moi j'en avais deux dans mon aquarium, mais c'est rigolo, quoi. Il y en a une qui s'était installée un peu dans les doigts de coraux. Elle a déménagé, elle n'est pas restée, quoi. Elle est allée à un endroit où il y avait une frontière entre les doigts de coraux et puis le sable fin. Et puis elle a utilisé les doigts de coraux pour faire, carrément, hein, pour faire son tunnel, la charpente du tunnel. Donc, vous voyez, les animaux, ils ont une capacité d'adaptation. Il y a donc chaque milieu favorable favorise la vie, chaque milieu défavorable va favoriser une autre vie. Parce qu'en fait, dans l'anaérobiose, vous avez bien des animaux qui vivent en anaérobiose. Mais leur mécanisme, c'est le soufre. Et eux, ils sont une puissance de mort pour ce que vous avez développé en aérobiose dans votre aquarium.
Alors il faut contenir ces milieux, il faut les maîtriser pour que justement il y ait la bonne assimilation des nitrates et des phosphates sans qu'il y ait un relargage. Et le relargage, le prout mortel, eh bien, c'est à vous de le gérer. Mais vous ne pouvez pas le gérer si vous n'avez pas conscience qu'il va falloir comprendre 6 ou 7 techniques, 6 ou 7 principes qu'il faudra mélanger et concevoir de manière intuitive dans votre esprit. Et les prendre de front, le faire en même temps. Et en réalité, plutôt que d'infantiliser comme fait l'industrie, eh ben moi j'essaie de vous élever pour que vous soyez capable, par la concentration, par la visualisation, par différents autres principes, de gérer ces ensembles d'un seul coup et de comprendre, d'avoir des intuitions valables et valides, scientifiquement valides, mais qui juxtaposent des sciences et pas qui s'appuient sur une science qui prétendrait détenir la vérité, alors qu'en réalité, dans un aquarium qui fonctionne dans son entier, il n'y a pas de science exacte. Nous sommes dans l'empirisme, les amis. Un aquarium, c'est de l'empirisme. On peut mettre au défi n'importe quel scientifique aujourd'hui de dire que l'aquariophilie récifale, c'est de la science exacte. Mon cul, mon pote, ce sont des sciences. Il y a des exactitudes, il y a des statistiques, oui, mais jamais tu n'avances avec un savoir que tu peux dire « je sais, ta gueule !» et tu fais comme ça, c'est merveilleux. Voilà. Moi, c'est pas du tout ce que je vous dis. J'essaye de vous apprendre des choses par case. Puis ensuite, bah, vous mélangez les cases. Puis là, c'est votre aquarium, c'est votre création, c'est votre intuition, c'est votre façon de gérer, c'est votre emploi du temps, c'est etc. C'est vous. Voilà, j'essaie de vous donner le maximum de cartes. C'est tout ce que j'essaie de faire. Et je prétends pas savoir. J'ai des savoirs, mais je vous dis pas. Aucun d'entre vous, jamais je t'ai dit ouais vas-y fais ça et tais-toi, je sais, tu sais pas. Chaque fois que je montre aux gens des choses, je leur donne une réponse, puis souvent je leur pose une question. Et puis ils vont être dans la merde, hein, ils vont mettre un certain temps avant d'y répondre, je peux vous le dire. Donc, c'est l'idée de la conception du sable, et ben, c'est plusieurs principes. Vous avez la microbiologie, vous avez, et dans le milieu, donc l'épaisseur de sable, la qualité du sable, les effets de la chimie, c'est-à-dire donc quand il y a une acidification, il y a un relargage de calcium, de différentes formes de calcium métabolisées, donc parfaitement métabolisables dans votre aquarium par les coraux, et qui va être différent du produit que vous allez ajouter chimique. Hein. Là, dès qu'on est dans une valeur d'ion métabolisé, on a une capacité d'absorption nettement supérieure. Et elle se vérifie même en médecine humaine. Hein. Si vous prenez la vitamine C métabolisée, ou si vous prenez par une plante, ou si vous prenez la vitamine C faite comme aujourd'hui, par exemple par UPSA, hein, avec des extraits de bœuf, alors je crois qu'il y a de la moelle ou machin de bœuf, et ben vous savez pas les mêmes. C'est synthétisé, c'est pas du tout la même chose que de manger du cresson. Hein. Parce que dans le cresson, la vitamine C, vous la prenez en pleine gueule, et puis vous l'assimilez à 100%. Voilà. Alors là, c'est la même chose. Dès que vous faites passer les ions de X éléments, et qui sont métabolisés pour retourner dans l'eau, eh bien, les capacités d'assimilation sont multipliées par 90%. Donc, vous facilitez les transits, les échanges entre la vie dans votre aquarium, entre les différentes formes de vie de votre aquarium. Et vous expliquer ça, c'est pas simple, hein. C'est chiadé en réalité, puisque ce sont des sciences qui s'imbriquent. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des super spécialistes, mais dans des tout petits trucs.
Et il vous donne, il pond une étude, vous lisez l'étude, et quand vous lisez l'étude, vous avez un truc super spécialisé qui vous raconte que le polype de corail consomme ça, tant de matière, de la chasse, tant par la lumière, tant par les oxantelles, gna 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 gna. Vous avez un rapport. Mais on vous a pas dit que la cellule de corail était dans une boîte de pétri sur un sucre. Donc, quand vous remettez ce même polype dans un aquarium, il subit pas du tout, mais pas du tout les mêmes conditions. Et il subit pas non plus du tout les conditions en milieu naturel. Donc, la boîte de pétri donne certaines informations statistiques intéressantes d'un corail stressé par quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Et on vous dit que c'est la science. Vous comprenez? Il y a un petit problème. Donc il faut relativiser les choses qu'on vous balance, mais pour le faire, il faut développer un certain niveau de culture. Parce que sinon, vous dites, ah bah oui, oh, il est docteur, je m'écrase. Tu te mets à genoux, tu fais ta prière. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans notre aquarium, nous sommes Dieu. Toi, tu es Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, c'est à toi qu'il revient la responsabilité. Et il faut pas accuser les gens de raconter des conneries. Il faut pas accuser les gens qui essayent de vous aider, de donner des conseils. C'est vous le responsable. C'est vous qui jouez à Dieu. Donc, cette responsabilité est pas facile à encaisser. Au départ, je le vois bien, en fait, quand il vous arrive des problèmes, et c'est une réaction naturelle, on est dans le déni. Je vous invite à lire les 4 phases du deuil de notre cher Kubler-Ross. Euh, on vit la même chose à chaque fois. On a tendance à remettre sur le dos des autres ce qui nous incombe à nous. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est pareil, quand vous choisissez un mentor, choisissez un mentor et pas 4. Parce que tant que vous n'avez pas compris que vous prenez de front plusieurs sciences, que vous les avez bien d'abord isolées puis ensuite rassemblées dans un élan, dans votre élan, eh bien, si vous mélangez 4 mentors, un qui fait du full SPS, un qui fait du mou, hein, alors là, extraordinaire, hein. Vous mélangez les deux, puis vous faites votre sauce, je peux déjà vous dire au revoir. L'année prochaine, votre bac est à la cave. Votre Mimine, salut Mimine, Mimine, elle t'a mis un pain dans ta gueule, et puis maintenant tu fais chambre à part. Parce que t'as foutu 5000 boules à la poubelle. Donc, comprendre ça, parce qu'aujourd'hui c'est important. Euh, L'aquariophilie, ça coûte cher, récifal en particulier, et même pour quelqu'un qui est aisé, ça coûte cher. Hein. Donc, faut être très aisé maintenant pour pouvoir se dire je m'en bats les couilles, je vais refaire 5 fois mon aquarium et ça va me coûter 5000 boules à chaque fois. Non. Moi, j'ai connu l'époque où des avocats à Rouen, ils venaient toutes les semaines ou tous les 15 jours ou une fois par mois au Jardin de France, qui était un putain de magasin hyper ancien avec 2 balaises dedans. Et ben, l'avocat, il venait, il achetait une brique de poisson. Il avait son petit cocktail. Il y a cocktail chez Mademoiselle. Et puis, les poissons, ils crevaient. Et puis le mois d'après, il venait et puis il en rachetait d'autres. Voilà. Et cette période-là, je pense que pour beaucoup d'entre nous, elle est finie. Et donc, vous apprendre l'aquariophilie en fonction de ses principes naturels, moi, ça me semble essentiel aujourd'hui. Et, euh, et le sable, évidemment, c'est vraiment l'axe majeur parce que c'est vraiment le cul de l'aquarium, l'intestin de l'aquarium. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Mais souvent, en fait, le problème qu'on a, c'est que quand on a une excitation, et on est très excité quand on démarre, même d'ailleurs, même après, hein, en fait.
On est très excité quand on se lance dans un projet et on n'a pas de patience. Donc voilà, vous avez un billet de 100 boules, il vous démange, et puis bah, votre bac, ah bah oui, il sera prêt, bon, oh, 15 jours, 15 jours, et puis bah, bam, craquage du jour. Bon, bah voilà, et puis bah le craquage du jour, bah il vous coûte votre bac. Voilà. La patience, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et moi, je préfère être comme Paemae dans Kill Bill et te dire ta gueule, t'es une merde. Tu recommences au début. Regarde ton poing. Voilà, hein, tu as cassé la planche. Parce que c'est comme ça qu'on apprend l'aquariophilie. Et que je préfère qu'on l'apprenne comme ça, qu'on l'apprenne sur un lit de Maccabée. Voilà. Et c'est bon pour la nature, c'est bon pour nos amis commerçants parce que beaucoup se sentent mal d'être complices d'assassinat. Et voilà, bon, j'ai dit ce que je pensais. Voilà, quoi. Vous en faites ce que vous voulez après. Hein. Euh, non, c'est encore. Là, on a Yves qui dit je fais le choix en FO de ne pas mettre de sable. Est-ce que je vais dans le mur? Alors, dans un bac en FO, il est évident que on a un phénomène de chute de pH la nuit. Alors, le sable, même si c'est pas une grande couche, bah, moi je te conseille quand même de mettre 1 centimètre. Et puis pourquoi pas des doigts de coraux, parce que c'est facile à siphonner et à nettoyer. Mais au moins mets ça, quoi. Au moins mets ça. Le sans sable, très franchement, je vous dis moi ce que j'en pense. Je trouve ça débile. Bon. Parce que c'est quand même vachement bien d'avoir. Alors déjà la surface bactérienne que ça représente, parce que quoi qu'il en soit, quand tu as 1 centimètre et que ça fonctionne en aérobiose, ça va traiter la primo-dégradation. Et puis ça va la traiter super vite parce que dans ton bac full SPS ou là, bah, par exemple dans le bac en FO, où on a un brassage assez élevé, un taux d'oxygène élevé, eh ben, ça va déjà faire un gros travail sur les nitrites, quoi. Quand tu l'as plus, bah, qu'est-ce qui va faire ton travail sur les nitrites? Rien. Ton biofilm sur les aquaroches, mon cul, quoi. Hein, ça représente de la merde. La superficie par rapport à 1 centimètre de sable dans l'aquarium, là, on la multiplie par 100. Donc voilà, ce sont pas des choses qui sont forcément évidentes à comprendre au départ. Et bah, c'est pour ça que je suis là, parce que sinon je ferme ma gueule. Ça me plaît pas, hein, je vous l'ai déjà dit 50 fois, moi ça me plaît pas de montrer ma gueule. Je suis un ours. Hein. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Pardon, excuse-moi, hein, je papote. 350 kilos de sable. Tu penses que je peux changer milieu par milieu ou changer tout? Ben non, non, changer milieu par milieu, bien sûr, parce que tu as 4 zones dans ton RDSB. Hmm. Bah oui, quand tu changeras, alors ouais, ça dépend. Faudra vraiment que t'observes en fait. Et si tu vois qu'il y a une zone qui merdouille, qui commence à faire des poches, qui commence à, tu vas voir, ton eau peut changer, elle peut devenir comme sèche ou au contraire comme avec de la gelée, tu vas voir. Et ça se voit sur la surface du sable. Et quelquefois, ça se voit dans l'eau, surtout si dans ton refuge, t'as pas un débit élevé. Tu peux même voir de la gelée apparaître sur le sable, tu vois. Alors, quand on voit les biofilms comme ça, c'est très mauvais, très 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 mauvais. Donc, dans ce cas-là, tu le déboîtes, hein. Tu le démontes et puis tu le refais. Quitte d'ailleurs à étaler le milieu que tu avais fait à côté, tu vois. Et puis à refaire une couche par-dessus. Voilà, voilà, chef. J'espère que ça répond à peu près à ta question.
Avec mon maxi-bulleur, j'ai pas de dino. Ouais, bah oui, mais un bulleur, ça reste un bulleur. C'est juste une question d'oxygène dans ton bac, hein. C'est pas, ça fait de la magie, mais ça fait pas de la magie bactérienne. Enfin si, oui, ça fait une magie bactérienne parce que ça maintient un niveau d'oxygène à peu près élevé. Mais tu feras pas de miracle par rapport à une couche de sable. Ça, c'est clair. Bah oui, bah bon, c'est pas mal, hein. Et vous savez, là, je commence à avoir un certain nombre d'entre vous qui montaient les installations comme je vous l'explique. Vous venez me parler en MP. Je vous dis souvent, bon, on va parler au téléphone parce que sinon on est un peu dans la merde. Il va falloir écrire un livre. On passe 2 heures au téléphone, vous faites votre truc, puis là je commence à avoir des retours et, euh, et des retours très intéressants. Voilà. Pour l'instant, les gens que j'aide, eh ben ça se passe bien pour eux. Il y en a quelques-uns pour qui c'est un peu plus compliqué. Il y a quelqu'un que j'aide en ce moment qui avait vraiment un très très gros problème de phosphate à 1,89 de phosphate. C'est énorme. Donc, il y avait le choix, soit on fait un reset, parce que là, hors de question de traiter une telle valeur avec une résine. Hein, vous allez passer 45 kilos de résine. Hors de question de comment dire, de changer le sable tout d'un coup, parce qu'en fait, si on change le sable tout d'un coup, on est obligé de démonter l'aquarium, et démonter l'aquarium, il pouvait pas. Euh, et donc, je vais conseiller directement de passer de ces 3 centimètres de sable de merde à 7 centimètres de sable. Donc, c'est l'opération qu'il a fait. Il a eu une chute de phosphate, et puis bah là, ça remonte un petit peu. Alors, mais il est à 0,34. Vous voyez la différence? 1,89, 0,34. Donc, après, il va falloir un peu de patience, le temps que ça s'amorce. Parce que ça va falloir 3 mois pour que ça s'équilibre. Et il a des SPS. Eh ben, qu'est-ce que je lui dis? Bon, déjà qu'il a fait une connerie, mais en plus, euh, bah, s'il a un ami, s'il a la possibilité de monter un deuxième bac, ou s'il a un poissonnier gentil, eh ben, il vire ses SPS. Voilà. Pour le temps que ça se cycle, et puis après, il les remettra. Et l'entraide entre nous, eh ben, moi, je pense que c'est vraiment capital, quoi. Parce que quand on a des galères comme ça, on est bien content quand on a quelqu'un qui nous aide. Puis après, ben, on peut renvoyer l'ascenseur. Donc, euh, c'est valable aussi pour les poissonniers, pour les magasins. Et des fois, quand ils peuvent nous filer un coup de main, bah, qu'ils le fassent. Euh, Après, faut plus être un enculé avec eux. C'est-à-dire que pour gagner 10 balles sur un écumeur, en l'achetant en VPC, et bah, tu vas l'acheter chez ton poissonnier, pile du cul. Voilà, ça c'est normal. Et que lui, il peut pas le vendre comme un mec qui branle rien, qui a pas de poisson, qui a pas de coraux, qui a pas de perte, qui a pas de frais d'assurance, d'éclairage, de machin, exact, comme peut l'avoir un magasin d'aquariophilie, vrai, quoi. Bon. Donc faut aussi accepter quelquefois bah, de foutre un billet de 10 en plus, quoi, pour nos commerçants. Moi, je trouve ça logique. Moi, vous voyez, bah, je me fais chier pour vous et gratis. Hein. Alors, dans la lutte contre la cyano, bien sûr, l'épaisseur de sable va jouer parce que si tu as 3 centimètres, bah évidemment que tu vas avoir ce problème de cyano. Tu concentres, tu fais une usine de concentration de phosphate de nitrate, tu as une zone de contact où les cyanos vont être formidables en fait. Hein, entre crochets par la racine, elles ont tout ce qu'il faut, et puis dans les poils, elles ont tout ce qu'il faut du milieu opposé. Alors, c'est fantastique pour elles. Bien sûr, à partir du moment où tu as une couche de sable beaucoup plus épaisse, eh ben, le, le, la diffusion par l'action bactérienne des phosphates et des nitrates, elle va être descendante. Hein, elle va pas être montante.
ce qui va être montant, ça va être des diffusions de gaz et d'ions. Et ces gaz et ces ions, si ta surface de sable est bien entretenue, eh ben, ils sont évacués. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Ce qui est à craindre, ce sont le pastis, c'est pas gratis, mais je vais faire un Tipeee pour vous me payer mon pastis, bordel. Tu penses quoi de EM Aquastar? Je connais pas. Je suis désolé, je suis pas très au courant. Il y a des choses que je suis parce que c'est important pour la l'écobiologie de l'aquarium. Puis il y a des trucs sur les marques, non, je suis désolé. Je me tiens plus au courant comme je le faisais avant. Bon, qu'est-ce que ça a de si particulier? Je sais pas, c'est quoi? C'est Alexandre Lemaitre qui me demande EM Aquastar 63. Ben oui, quand tu le siphonnes, faut le siphonner jusqu'au fond. Alors, regarde bien, Germain, la vidéo de Christian Coursier, il te le montre. Pam! Il emboîte le tube. Alors, on prend un tube. Moi, je pense que 50, c'est bien comme diamètre pour la cloche. Alors, ben, l'idéal, bien sûr, c'est transparent. On peut en trouver, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en tout cas, on en trouvait dans le commerce, des trucs à clocher comme ça. Donc, tu as ton bout de tuyau qui va dans un seau. Si t'as peur de mettre ta bouche et tout ça, tu mets un robinet EM, tiens, EM, formidable pour ça, des robinets fantastiques. Euh, Moi, au magasin, j'avais toujours un bout de tube en 19 avec un double robinet EM hein, qui se visse. Euh, donc, deux vannes. Et en fait, bah, c'était facile. En fait, j'avais juste à désolidariser et ouvrir les deux vannes. Et puis, bah, mon siphon, il était amorcé. Je gardais toujours mon tuyau plein d'eau. Bon, bref, petite astuce de vioc. Mais oui, bien sûr, tu cloches, tu vas au fond. Ce qu'il faut aller retirer, c'est le sédiment. Voilà. Donc, tu vas retirer cette partie. Tout va se lever, le sable monte. Et quand il arrive, si ta machine, voilà, si ta machine est longue comme ça, hein, tu prends le mon meuble là, tu vois, hein, si ton tube il est long comme ça, et ben tu laisses monter le sable jusque là. Puis là, toc, tu lèves, et d'un seul coup, le sable il redescend, et tu récupères tout le nuage de merde. Voilà. Donc tu fous ça dans un seau, et puis bah tu t'en profites, tu fais ton changement d'eau en même temps. Ou tu pinces le tuyau, bien sûr. Bien sûr, oui, non, mais voilà, y a-t-il d'autres questions? Vous avez vu, je m'étale, hein. Je vous fais un deuxième live, les mecs. Hein. Là, c'est carrément. Ta, 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 ta. Est-ce que j'ai raté quelque chose avant? Pourrait-on revoir également cette partie de questions-réponses sur TVRI FunGeek? Bah, malheureusement, non. Ça, c'est pour... non, je suis désolé. Mais on peut créer un événement et puis mettre la vidéo dans l'événement. Avant, c'est ce qu'on faisait. Chaque fois que je faisais une vidéo, ou qu'on faisait une vidéo, parce qu'on était une équipe, hein, là en ce moment je suis tout seul, mais bon j'espère que ça va revenir, hein, que il y en a qui vont se mouiller, prendre la température de la piscine et puis y aller. Mais on crée un événement et puis on a mis les vidéos dans l'événement. Donc en fait, il y a une partie des anciens lives, vous pouvez les retrouver en allant dans l'onglet événements du groupe. Vous avez aussi des fichiers dans l'onglet fichiers du groupe. Et vous allez voir, il y a certains trucs assez anciens, faits par des anciens administrateurs, et il y a de l'info, c'est pas mal, hein. Ben voilà, siphonner tout ton sable et fini les, voilà, bah oui.
Et du magnésium. Alors attends, là, je vois pas où est le rapport, Alexis. Alexis. Le sable sert-il au maintien du calcium et du magnésium? Oui, il sert au maintien du calcium et du magnésium, mais ça dépendra aussi de alors de l'iode, déjà, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un des trucs fondamentaux dans l'aquariophilie récifale, c'est l'adjonction d'iode régulièrement. Ça, c'est une des briques essentielles au fonctionnement d'un aquarium équilibré, c'est l'iode. Voilà. Donc, c'est vraiment le produit. Ça, s'il y a un produit où euh, Industrie Agbar, c'est vraiment un des produits indispensables au maintien d'un équilibre à long terme dans l'aquarium. Et aussi au maintien d'une reproduction de la microfaune. Hein. Euh, euh, aussi des poissons. Si vous cherchez à faire de la reproduction, si vous maintenez un taux d'iode à peu près constant et dans des valeurs naturelles, eh ben, vous allez avoir quelque chose de fantastique. Hein. Qui n'aura rien à voir avec les gens qui ne mettent pas d'iode. Parce que moi j'ai vu des gens, hein, oh, moi, oh, ça fait 5 ans, j'ai pas changé d'eau dans mon bac. Je ne change pas d'eau. Pourquoi? J'ai mes pompes doseuses. Ouais, bah oui, mais l'iode, déjà en fait, hein, en 48 heures, il est parti. Il a été complètement bouffé par la chimie et par la biochimie. Et devrais-je dire par la biologie aussi. Donc ça c'est fondamental. Alors forcément, ça va avoir un lien avec le magnésium aussi, l'iode. Alors c'est pour ça aussi que je parle du sable coquillé. Dans le sable coquillé, bah, vous relarguez du magnésium aussi. Mais alors, après, il y a la question des proportions, bien sûr. Voilà, bah, faut faire vos tests. Il faut faire vos tests une fois, refaire vos tests à une semaine d'intervalle, et puis faire des calculs entre les deux. Puis vous attendez un mois, vous recommencez, vous refaites une séquence sur une semaine, et là, vous faites la moyenne des deux. Et normalement, vous aurez des valeurs d'ajustement assez valables. Voilà. Et oui, Rémi, voilà. Tu vois, donc bah, c'est bien. Allez-y les mecs, commentez quand vous avez des arguments, parce que évidemment, vous voyez bien que je suis un peu à contre-courant dans certains domaines, et que vos arguments par rapport à notre communauté aquariophile, eh ben, que je ne sois pas tout seul dans mon comme Angus Young sur sa scène avec sa SG Gibson, à faire son abruti hein, comme ça avec sa casquette. C'est bien quand la salle fait ouais, hein, sinon ça marche pas. Donc là, l'intérêt, bah, c'est ça, quoi, c'est qu'on arrive vraiment à partager des choses, à échanger des choses, et on puisse vérifier par vos expériences des trucs que je vous explique, que moi je connais par mon expérience, mais que je connais beaucoup par votre expérience. C'est tout ce qui me revient depuis le temps que je suis dans les groupes et dans les forums. Alors, euh, et que notre équipe, aussi, parce que nos équipes elles tournent, mais chacun a son expérience, chacun, voilà. Donc, il faut pas croire que de toute façon, on arrive à faire une espèce de chaîne, hein, si on n'a pas, si on raconte que des conneries. Hein, il faut forcément qu'il y ait une valeur réelle à ce qu'on dit. Sinon, bah, voilà, vous êtes trois et puis à regarder et puis on s'en branle, hein, et tout le monde s'en branle. Puis en fait, bah, si tout le monde s'en branle, pourquoi se faire chier à faire des émissions, à expliquer des choses aux gens? Voilà. Ah oui, bah ça c'est un truc qui est pas facile à régler, hein, Alexis. Hein. Je sais pas si, je sais pas si c'est la nuit qu'il faut. Euh, Comme j'explique souvent, il y a une respiration dans l'aquarium.
Si tu fais ton injection la nuit, après je sais pas comment tu fais, parce que en général, ça dépend ce que tu mets comme iode, la forme sous laquelle tu le mets. Euh, L'idéal, c'est de faire ça en ayant à l'idée que tu reproduis la marée dans ton aquarium. Donc quand tu reproduis la marée, t'envoies la nourriture des coraux, t'envoies le phytoplancton, tu vois, en même temps. Et puis, tu vas faire ton ajout, si tu le fais à la main, ton ajout de KH, parce que t'as l'effet de marée, et l'effet de marée, dans la nature, il est comme ça. Donc, là, tu mets ton iode par exemple, dans un broc, tu fais ta solution, et puis tu rajoutes ton iode, en ne le laissant pas péricliter dans ta solution, puis tu balances ça comme de la pluie dans ton bac. Voilà. Ou en bas, avant la pompe de remontée. Voilà. Et là, tu déclenches la réaction de la respiration de la marée. Voilà. Teste ce que je te dis, et puis je compte sur toi si tu le fais. Tu nous tiens au courant. Alexis, Romano Roskov. Roskov, vodka. Bon, ça vous va? Je sais pas, d'autres questions? J'en reprends une, allez, si vous voulez, et puis basta, parce que... Non, c'est bon? Bon, apparemment, c'est bon. Alors, si vous savez tout, c'est fantastique. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente fin de soirée, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une synthèse. Alors là, je vais prendre le Rubik's Cube et puis refaire les 6 faces. Voilà. Enfin, allez, on va dire 5, puisque il va y avoir la suite après, avant la synthèse 2, et avant que j'attaque le bac full SPS, hein, puisque j'ai décidé que j'allais me le farcir. Donc je vais me farcir le bac full SPS avec un peu le même état d'esprit de faire case par case. Alors là, si vous suivez bien tous les épisodes que je fais, vous pouvez construire un bac mixte avec du mou, du LPS et un peu de SPS. Et si vous regardez le truc sur la décompte, vous pouvez démarrer votre aquarium avec seulement du changement d'eau, mener les 3 opérations, même les 3 opérations avec du changement d'eau, jusqu'à un certain volume, bien sûr. Si vous avez un bac de 600 litres, ça va devenir compliqué. Mais si vous avez un bac de 200 litres, vous pouvez avoir une population complète qui fonctionne au changement d'eau. Et après, upgrader votre installation à votre rythme, avec différents appareils. Et c'est pour essayer de vous donner une flexibilité et une capacité à apprendre les choses, à prendre le temps d'apprendre les choses, de les maîtriser pour passer à l'étape supérieure. Voilà. L'idée, c'est quand même de vous rendre service. Sinon, je préfère quand même passer la soirée avec ma petite copine. Voilà. Hein. Alors, je vous souhaite une excellente soirée confinement. Et puis, à la semaine prochaine. Et peut-être, s'il y a de l'info percutante, avant. Voilà. À bientôt, les mecs.